Laissez-moi vous ramener à un jeudi soir, fin septembre. Vous êtes dans votre propre cuisine à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. C'est votre anniversaire de mariage, 28 ans. Vous cuisinez depuis 15 heures. Du poulet parmesan maison. Les belles assiettes, des bougies que vous avez trouvées au fond du garde-manger. Il y a des tulipes sur la table, pas des fleurs de station-service. Des vraies, du fleuriste sur Phillips Avenue. Elle adorait les tulipes. Vous entendez la porte d'entrée, les clés sur le crochet, le manteau sur la chaise. Vous vous retournez, les bras ouverts. La façon dont vous avez accueilli cette femme chaque soir depuis 1997. Elle s'arrête dans l'encadrement de la porte, regarde les fleurs, regarde la table, vous regarde, et dit, ton besoin constant d'être touché et du chantage affectif. Je veux que tu arrêtes. Pas en criant, pas pendant une dispute. Debout dans votre cuisine, entouré de tout ce que vous avez construit pour elle le jour de votre anniversaire, et qualifiant votre amour de crime. C'était ma cuisine. Ma femme. Mon 28e anniversaire. Mon nom est Al Satterfield. J'ai passé 22 ans dans le corps des marines des États-Unis. 2 déploiements en zone de combat. Rentré les 2 fois intact, du moins en apparence. Puis 12 années de plus à diriger des opérations de sécurité pour un sous-traitant de la défense à Sioux Falls, jusqu'à ce qu'il me pousse à une retraite anticipée il y a 8 mois. Restructuration des effectifs, une manière polie de dire, nous n'avons plus besoin de vous. Chez les marines, on vous apprend quelque chose que la plupart des civils n'apprennent jamais. Quand quelqu'un vous dit exactement qui il est, croyez-le du premier coup. Sibyl et moi nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour les anciens combattants en 96. Elle travaillait au vestiaire, m'a tendu ma veste et a dit, vous avez l'air d'avoir besoin d'une danse. J'ai répondu, j'ai l'air d'avoir besoin d'un dîner. Nous avons fait les 2 ce soir-là. Mariés 11 mois plus tard. Tammy est arrivée en 99. Elle a 26 ans maintenant. Vit à Omaha. S'occupe de facturation médicale. Une bonne gamine. Appelle tous les dimanches sans qu'on ait à le lui rappeler. Nous avons été solides pendant longtemps. Je ne suis pas un grand parleur. Jamais été. Je cuisine. Je répare des choses. Je tends les bras vers elle quand elle passe la porte. C'est mon langage. 28 ans que je le parle. Et pendant la plupart de ces années, elle le comprenait parfaitement. Je me souviens d'un Thanksgiving, ça devait être en 2011. Tammy avait 12 ans, elle m'aidait avec la dinde. Sibyl est entrée dans la cuisine, de la farine sur le nez à cause de la pâte à tarte, et s'est juste appuyée contre mon dos pendant que je découpais. Elle n'a rien dit. Juste là, les bras autour de ma taille et le front entre mes omoplates. C'était nous. C'était réel. Quand ils m'ont mis à la retraite en janvier, la maison est devenue plus petite. Pas littéralement, mais j'y étais toute la journée pour la première fois depuis le camp d'entraînement. Et la solution de Sibyl a été de me gérer. Elle a réorganisé mon placard sans me le demander, a déplacé mes bottes dans le garage, a commencé à planifier mes rendez-vous chez le dentiste, mes vidanges, mes coupes de cheveux. Elle posait mon petit déjeuner sur le comptoir à exactement 7h15. Flocons d'avoine, vitamines, jus, comme si elle dirigeait un réfectoire. Elle choisissait mes vêtements, me disait quand manger. Si je prenais la mauvaise veste, elle disait, pas celle-là, Al. Je lui ai dit une fois, j'ai dirigé une division de sécurité de 43 personnes. Je peux choisir mon propre manteau. Elle a répondu, alors pourquoi tout dans cette maison s'effondre dès que j'arrête de surveiller? Ça, c'était en février. En avril, elle a cessé de venir dans la cuisine quand je cuisinais. Mon téléphone vibrait. Un texto depuis la chambre. Laisse-moi une assiette. 4 mots. C'est ainsi que l'on balaie 28 ans d'un homme debout devant les fourneaux pour vous. À l'été, nous partagions un lit mais vivions sur des fuseaux horaires différents. Elle s'endormait le dos tourné, le téléphone face contre la table de chevet. Je restais allongé à écouter sa respiration, me demandant quand la femme du vestiaire était devenue une chef d'équipe. Mais ce jeudi de septembre, c'était la ligne à ne pas franchir. Chantage affectif. Je suis resté là, les tulipes derrière moi, le parmesan qui refroidissait, et mes bras retombant le long de mon corps. Quelque chose a eu un déclic en moi. Pas cassé, pas craqué. Un déclic, comme la sécurité d'un fusil qu'on enclenche.
Dans l'armée, quand on vous dit de vous retirer, vous vous retirez. Vous ne discutez pas. Vous ne négociez pas. Vous suivez l'ordre. Elle a donné l'ordre. Je l'ai suivi. J'ai arrêté de la toucher. Pas comme une punition, pas comme une stratégie lue en ligne. Elle a qualifié mon contact de chantage affectif, alors je l'ai retiré de l'équation. De la même manière qu'on retire une arme d'une situation pour prouver qu'elle n'a jamais été une arme. Le lundi matin après l'anniversaire, elle est passée à côté de moi dans le couloir. J'ai gardé les mains dans mes poches, sans lever les yeux. Mardi, elle a mentionné que Nolan Grimm, de son bureau, s'occupait du nouveau rapport trimestriel. Il est vraiment brillant, a-t-elle dit. J'ai répondu, tant mieux pour lui. Et je suis retourné à mon café. Mercredi, j'ai fait le dîner. Des côtelettes de porc. Son téléphone a vibré depuis le salon. Texto, laisse-moi une assiette. Je lui ai laissé une assiette. Jeudi, une semaine exactement. Elle s'est assise en face de moi à table et a dit, tu as été silencieux. Je suis juste les instructions. Quelles instructions? Les tiennes. Elle m'a fixé pendant 5 secondes, s'est levée et est allée se coucher. Vendredi, elle a demandé si je voulais regarder un film. Je vais au bureau, ai-je dit. J'avais encore les clés de l'arrière-salle de mon ancien bâtiment. L'entreprise ne l'avait pas encore vendue. Après les heures de travail, juste moi, les lumières de sécurité et un bureau dont je n'avais pas besoin. Je suis resté assis là jusqu'à 22 heures, sans planifier, sans faire mon deuil, juste en respirant dans une pièce où personne ne me gérait. Samedi, rien. 2 personnes dans la même maison, se déplaçant l'une autour de l'autre comme des meubles. La deuxième semaine, Sibylle a commencé à rôder. Elle apparaissait dans la pièce où je me trouvais et se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, sans parler. Besoin de quelque chose, disais-je. Je venais juste voir comment tu allais. Je vais bien. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu m'as demandé d'arrêter de te toucher. J'ai arrêté. Quelle partie te semble anormale? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et est partie. Voilà ce qui se passe quand vous cessez de tendre la main à quelqu'un qui vous a dit d'arrêter. Au début, il ne remarque rien. Puis il remarque le silence. Ensuite, ils essaient de le combler, mais ils ne le peuvent pas, car ce sont eux qui l'ont vidé. Semaine 2, jeudi soir. Je rentrais des courses et Sibylle était au téléphone dans la chambre. La porte était ouverte. J'ai entendu sa voix, pas celle qu'elle utilisait avec moi. Plus légère, enjouée. Il est juste têtu, Nolan. Tu sais comment sont les militaires. Je me suis arrêté dans le couloir. Il s'en remettra. Il le fait toujours. Il tend la main, je recule. Il tend la main à nouveau. C'est le schéma. Restez avec moi, car ce qu'elle a dit ensuite a tout changé. Cleveland m'a montré les chiffres la semaine dernière. Je pourrais garder la maison. La pension partagée, je serais plus qu'à l'aise. Il a dit que je devrais voir ça comme des options, pas des menaces. Je me suis appuyé contre le mur. Silencieux comme un marine. Sans même respirer fort. Cleveland Mercer, notre comptable familial depuis 12 ans. Lunettes à monture fine, conduisait une Lexus qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Disait toujours, responsabilité fiduciaire, comme si c'était une prière. Et il était en train de montrer à ma femme à quel point elle vivrait bien sans moi. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai vérifié sa table de chevet. Pas cachée, empilée sous un livre de cuisine, 3 tableurs imprimés, des colonnes surlignées. Ma pension, la valeur de la maison, les comptes de retraite, divisés en 2. Et au bas de la dernière page, de la petite écriture soignée de Cleveland, vous pourriez vivre très confortablement seul. Je me suis assis sur le bord du lit, tenant ce papier. Je l'ai lu 3 fois. La mâchoire si serrée que je sentais mes molaires grincer. 28 ans, et elle était en train de préparer sa sortie. Mercredi matin, dans la banquette d'un dîner sur la 12e rue Ouest, près du vieux silo à grains. Le café refroidissait devant moi. La serveuse, dont le badge indiquait Déborah, a rempli ma tasse 3 fois sans que je le demande. Je n'en ai touché aucune. Je suis juste resté assis, les 2 mains autour de la tasse, à regarder le parking à travers la vitre striée de pluie. Pas en colère.
Quelque chose de pire que la colère. Lucide. J'ai appelé Angus Kavanagh depuis cette banquette. Angus était ce que j'avais de plus proche d'un meilleur ami. Adjoint du shérif à la retraite. Bâti comme une bouche d'incendie. N'ouvrez jamais la bouche à moins d'avoir quelque chose d'important à dire. J'ai besoin d'un avocat spécialisé en droit de la famille. Floyd Kirkland. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré notre comptable pour savoir ce qu'elle obtiendrait sans moi. Long silence. Depuis combien de temps? Au moins quelques semaines, peut-être plus. Appelle Floyd aujourd'hui. Pas demain. J'ai appelé Floyd Kirkland depuis la même banquette. Le même café froid. Mon nom est Al Satterfield. J'ai besoin de protéger ce que j'ai bâti. Floyd a dit, venez à 14 heures. Je suis allé à 14 heures. Je lui ai tout raconté. La phrase sur le chantage affectif, les tableurs, Cleveland Mersey, le nom de Nolan Grimm. Floyd a écouté avec un bloc-notes et un visage qui ne laissait rien paraître. Quand j'ai fini, il a dit, depuis combien de temps le comptable la conseille-t-il indépendamment? Je ne sais pas, des semaines, peut-être des mois. Et vous êtes toujours dans la maison? Je suis toujours dans la maison. Il a hoché la tête. Bien. Restez-y. Ne partez pas. Ne la confrontez pas à propos des tableurs. Laissez-moi prendre les devants. Alors je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Ce qui, si vous avez déjà été un marine, est quelque chose pour lequel vous êtes entraîné. Vous attendez avec un but. Vous attendez parce que le bon moment est plus important que n'importe quel moment. Et puis, semaine 4, quelque chose a changé. Sibylle a changé. Elle a recommencé à cuisiner, plus de textos, laisse-moi une assiette. Elle était vraiment devant les fourneaux. Elle a fait mon pain de maïs préféré un soir. A mis la table correctement. Des bougies, les bonnes serviettes. S'est assise en face de moi, les mains jointes et les yeux doux, et a dit, j'ai été si injuste avec toi, Al. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. La retraite je l'ai horriblement mal gérée. Je t'ai traité comme un projet au lieu de mon mari. Et ce que j'ai dit pour notre anniversaire, sur le chantage affectif c'était la chose la plus cruelle que j'ai jamais dite à une autre personne. Sa voix s'est brisée. Pas des pleurs de comédienne. La fêlure était plus profonde, remontant au registre de 96, celui qui disait, je te vois. Tu es en sécurité. Elle a tendu la main sur la table et a touché la mienne. Je vais être honnête avec toi. Pendant environ 10 secondes, tous les murs que j'avais construits en 4 semaines se sont effondrés. 28 ans, le vestiaire, les tulipes, la façon dont elle posait sa tête sur mon épaule sur la balancelle du porche et fredonnait des chansons dont elle ne connaissait pas les paroles. Tout est revenu d'un coup, sa main était chaude, ses yeux étaient humides, et je voulais m'y accrocher des deux mains et ne plus jamais lâcher. Puis j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. J'ai jeté un œil sous la table. Une notification de mail transférée. De Cleveland Mersey à Sibylle, envoyée cet après-midi-là. Projection mise à jour en pièces jointes. Le calendrier est votre décision. Le calendrier est votre décision. 3 heures avant le pain de maïs. 3 heures avant les bougies, les excuses et sa main sur la mienne. J'ai regardé ses doigts touchant les miens. J'ai regardé son visage et, derrière les larmes, juste un éclair, j'ai vu la même expression qu'elle portait quand elle a réorganisé mon placard. Pas de l'amour. De la gestion. J'ai retiré ma main lentement, sans brusquerie. Le pain de maïs est bon, ai-je dit. Quelque chose dans son visage a changé. Elle a senti que j'étais parti et n'a pas compris pourquoi. Bien. Maintenant, elle savait ce que ça faisait. Les 3 jours suivants, elle a intensifié ses efforts. A laissé un mot sur mon oreiller. Tu nous manques. Samedi, elle a acheté ma bière préférée, l'a mise dans le frigo avec un post-it, pour toi. Dimanche, elle a demandé si je voulais qu'on aille au lac, comme avant. Angus m'a invité au stand de tir, ai-je dit. Elle a hoché la tête, un sourire crispé et calculé. Lundi, elle m'a touché le bras en passant à côté de moi dans la cuisine. Juste un effleurement. Un test. Je n'ai pas tressailli, je ne me suis pas penché vers elle. J'ai juste continué à lire le journal. Chaque geste parfaitement synchronisé, parfaitement doux.
Et je l'observais comme on regarde quelqu'un effectuer un exercice. Respect professionnel pour l'exécution. Zéro confiance dans l'objectif. Le mercredi, elle a réalisé que rien de tout cela ne fonctionnait. La douceur a tourné au vinaigre du jour au lendemain. Jeudi matin, le froid polaire. Elle est passée à côté de moi sans un mot. N'a pas cuisiné, n'a pas envoyé de texto. A mangé un yaourt debout au comptoir, a fait défiler son téléphone et est allée se coucher à 20h30. Vendredi matin, elle a quitté la maison avant que je ne me réveille, et est rentrée à 21h, sentant le vin. L'happy hour du service de Nolan. Samedi, elle m'a attaqué de billets. Tu sais quel est ton problème, Al? Tu penses que le silence est une force. Ce n'est pas le cas. C'est de la cruauté. J'ai levé les yeux de mon livre. Tu as qualifié mon contact de chantage affectif. Maintenant, tu qualifies mon silence de cruauté. Qu'est-ce que j'ai le droit de te donner, exactement? Elle n'avait pas de réponse à ça, parce qu'il n'y en avait pas. Dimanche, elle a essayé les larmes. Brève, stratégique. Je suis descendu et elle était debout devant la fenêtre de la cuisine, les épaules tremblantes, les mains crispées sur l'évier. Elle m'a entendu entrer mais ne s'est pas retournée. Attendez que je demande. Je n'ai pas demandé. J'ai versé mon café et je me suis assis à table. Après 5 minutes, elle s'est retournée. Mascara intact. Tu ne vas même pas me demander si je vais bien? Est-ce que tu vas bien? Ne le dis pas comme ça. Comme quoi? Comme si c'était une corvée. J'ai pris une gorgée. Sibylle, je t'ai posé cette question tous les matins pendant 28 ans. Tu m'as dit d'arrêter. Je respecte tes souhaits. Tu ne peux pas redéfinir les règles chaque semaine et me reprocher de suivre les précédentes. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a attrapé son téléphone et a quitté la pièce. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer d'un clic. Calme, contrôlée, comme tout ce qu'elle faisait maintenant. Même la colère avait un emploi du temps. Semaine 5, samedi après-midi. La scène de la vignette. Je suis rentré du magasin de bricolage et j'ai trouvé Sibylle à la table de la cuisine, en pleurs. Pas le genre de jolis pleurs. Le genre où votre respiration devient saccadée et où vos épaules ne tiennent pas en place. Et le son qui en sort n'est pas destiné à un public. Elle a levé les yeux. Le mascara coulait jusqu'à sa mâchoire. Le café était intact. Pourquoi tu ne me touches plus? J'ai posé mes clés sur le comptoir. Je ne me suis pas approché d'elle. Tu m'as demandé d'arrêter. C'était il y a 5 semaines, Al. 11 mots ne viennent pas avec une date d'expiration, Sibylle. Je ne voulais pas dire pour toujours. Tu n'as pas précisé de durée. Tu as dit je veux que tu arrêtes. J'ai arrêté. Elle a pressé ses paumes contre ses yeux. Tu n'as pas le droit d'être aussi froid. Ce n'est pas toi. Je ne suis pas froid. J'ai suivi tes ordres. Un mari ne supplie pas, Sibylle. Il s'adapte. Et je suis resté là, à 2 mètres d'elle, dans la même cuisine. Les mêmes comptoirs, le même homme, les mêmes mains. Et je n'ai pas bougé. Pas parce que je n'en avais pas envie. Parce que la dernière fois que j'ai tendu la main vers cette femme, elle a appelé ça un crime. Vous connaissez ce moment où vous ne pouvez pas dire si le chagrin de quelqu'un est réel? Quand la moitié de vous crie, va la voir, et l'autre moitié se souvient des tableurs, de l'appel avec Nolan, du comptable qui a écrit, très confortablement seul, au bas de votre bilan financier. C'était la semaine 5. C'était la cuisine. C'était moi. Choisissant de faire confiance aux preuves plutôt qu'aux larmes. Tammy a appelé ce soir-là, sans prévenir. Papa, maman est vraiment bouleversée. Je sais. Elle dit que tu t'es complètement renfermé. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle m'a dit il y a 5 semaines, le jour de notre anniversaire, pendant que je lui préparais le dîner? Silence. Elle a dit que vous aviez eu un désaccord sur les limites. Elle a qualifié mon besoin d'affection physique de chantage affectif, le jour de notre 28e anniversaire, dans la cuisine où j'étais en train de cuisiner. Demande-lui de le répéter en utilisant ces mots exacts. Silence plus long. Elle a mentionné Cleveland Mersey. Qui? Notre comptable familial. Celui qui lui montre des projections financières d'une vie sans moi.
Demande lui aussi à ce sujet. Je te rappelle. 2 jours plus tard, elle l'a fait. J'ai posé des questions sur Cleveland et elle est devenue défensive. A dit que tu me manipulais. Puis j'ai posé des questions sur le chantage affectif. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu étais dramatique. Qu'elle posait juste une limite. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Tammy a fait une si longue pause que j'ai entendu sa respiration changer. Je pense que les limites ne s'accompagnent pas de stratégies de sortie financière, papa. 26 ans est plus perspicace que nous deux réunis. Le mardi suivant, je suis rentré à 21h de mon bureau. L'accord argenté de Nolan Grimm était dans l'allée. Je suis entré par la porte de côté. Silencieux comme un marine. Ils étaient dans la cuisine, à ma table, sur mes chaises. Elle riait. Pas le rire que je connaissais. Un rire plus jeune, plus léger. Le rire du vestiaire. Il était penché en avant, la main près de la sienne sur la table, racontant une histoire sur une conférence à Minneapolis. Elle a dit, « Tu me donnes toujours l'impression de ne pas être folle, Nolan. » Il a répondu, « Parce que tu ne le es pas. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. » Elle a dit, à voix basse, « Il le faisait, avant. » Je suis resté dans ce couloir pendant 30 secondes. Puis j'ai fait demi-tour et je suis ressorti par la porte de côté. Je suis monté dans mon camion, j'ai conduit jusqu'au dîner sur la 12e rue Ouest. Déborah a versé mon café sans un mot. Je suis resté assis là jusqu'à minuit. Déborah est passée vers 23h30. L'endroit était vide. Elle a regardé ma tasse pleine et a dit, « Mon chéri, ça fait 3 heures que vous êtes là et vous n'avez pas bu une goutte. J'ai juste besoin de la banquette. » Elle a hoché la tête. La remplit quand même. La banquette ne va nulle part. Moi non plus, mais mon mariage, si. Voilà ce que Nolan Grimm ne comprenait pas. Je n'étais pas un concurrent. J'étais déjà parti. Il ne volait rien. Il fouillait dans ce qu'elle avait déjà jeté. Vendredi soir, j'ai dit à Sibylle que nous devions parler. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Je suis resté près du comptoir. La distance semblait juste. Je sais pour Cleveland Mercer. Son visage est devenu vide. Les tableurs, les calculs de pension. Vous pourriez vivre très confortablement seul. Son écriture. Je les ai trouvés il y a 5 semaines, Al. Je sais pour le dîner au pain de maïs. 3 heures après son dernier email. Le calendrier est votre décision. Ce dîner n'était pas une réconciliation, Sibylle. C'était une reconnaissance. Ce n'est pas, et je sais pour Nolan. Mardi soir. Dans cette cuisine. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. Ces mots, sur ma chaise. Elle était blanche, les mains à plat sur la table, les doigts écartés comme si elle se préparait à un impact. Je n'ai rien planifié de tout ça, a-t-elle dit. Cleveland, je lui ai posé une seule question. C'est tout. Tu as demandé à ton comptable comment quitter ton mari. Ce n'est pas une question. C'est une décision que tu as prise sans me le dire. C'était juste une information. Tu as qualifié mon contact de chantage affectif. J'ai arrêté. Et en 5 semaines, tu l'as remplacé par des tableurs et un collègue qui s'assoit dans ma cuisine et te dit ce que tu veux entendre. Tu as eu exactement ce que tu as demandé, Sibylle. Chaque miette. Elle a commencé à pleurer, plus doucement maintenant. J'avais peur, Al. Tu étais à la maison tout le temps et je ne savais plus qui nous étions sans la routine. Et Cleveland a juste fait en sorte que ça paraisse simple. Je sais. Partir semble toujours simple quand on n'est pas celui qui est quitté. Je n'ai jamais voulu partir. Alors pourquoi as-tu engagé quelqu'un pour te montrer comment faire? Rien. Juste le son de sa respiration. J'ai posé la carte de Floyd Kirkland sur la table. Il appellera lundi. Elle l'a prise. L'a lue. L'a reposée lentement, comme si elle pesait quelque chose. Tu as déjà engagé un avocat. Il y a 5 semaines, depuis la banquette d'un dîner sur la 12e rue Ouest. Tu as planifié ça. Non. Tu as donné les ordres. Je les ai suivis. Tous. Arrête de toucher. Laisse une assiette. Reste silencieux. Tu as construit la sortie et tu m'as accompagné jusqu'à la porte.
J'ai juste continué à marcher. Le son qu'elle a émis n'était plus des pleurs. C'était de la reconnaissance. Le son de quelqu'un qui réalise que l'alarme sonnait depuis des semaines, et qu'elle avait dormi pendant tout ce temps. Je ne sais pas quand je suis devenue cette personne, a-t-elle murmuré. Moi non plus. Mais j'ai arrêté d'attendre pour le découvrir. Tammy est descendue d'Omaha ce week-end-là. Nous nous sommes assis dans l'arrière-salle de mon ancien bureau, 2 chaises pliantes, un radiateur d'appoint, du café de station-service. Maman m'a demandé de te faire changer d'avis. Je sais. Je ne le ferai pas, elle est restée silencieuse. Elle a envoyé un texto à Cleveland le soir où elle a pleuré dans la cuisine. Je l'ai vu sur son téléphone quand elle l'a laissé sur le comptoir. Ça disait, 5 semaines et il n'a toujours pas craqué. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai regardé ma fille. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Les pleurs n'étaient pas pour toi, papa. C'était parce que son plan n'a pas fonctionné. 26 ans, et elle venait de me donner la seule chose que je cherchais depuis cette banquette de dîner. La confirmation que l'instinct auquel je faisais confiance depuis mon premier déploiement fonctionnait toujours. La situation se lisait exactement comme je le pensais. Les larmes étaient une tactique. La cuisine était une scène. Et j'avais eu raison de rester immobile. Le divorce a été propre. Floyd l'a géré comme les marines gèrent les opérations. Précis, documenté, sans mouvement inutile. La pension est restée la mienne. La maison a été partagée équitablement. Cleveland Mersey a perdu nos 2 comptes. La rumeur s'est répandue à Sioux Falls. En un mois, 2 autres familles ont retiré leur argent de son cabinet. Nolan Grimm a cessé de venir quand il n'y avait plus de cuisine à visiter. Le premier jeudi dans le nouvel appartement, j'ai fait du poulet parmesan. J'ai mis la table pour une personne. Pas de tulipes, pas de bougies. Juste l'assiette, la fourchette et le silence. Je l'ai mangé lentement, en regardant par la fenêtre un parking qui n'attendait rien de moi. Il avait meilleur goût que depuis des années. Tammy appelle tous les dimanches. La semaine dernière, elle a demandé « Est-ce qu'elle te manque ?» J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. La femme qui m'a tendu ma veste au vestiaire me manque. Celle qui a qualifié mes mains de menaces ne me manque pas. Elle a qualifié mon contact de chantage affectif. J'ai arrêté de la toucher. Étage 5 semaines plus tard, debout dans une cuisine pleine de silence, elle a enfin appris ce que je savais depuis le camp d'entraînement. Mes mains n'ont jamais été larmes. Elles étaient la seule chose qui nous maintenait ensemble. Et une fois que je les ai retirées, il n'y avait plus rien à tenir. Chers auditeurs, c'est la fin de notre histoire. Si elle a résonné en vous, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. À la prochaine fois.